L'histoire de la troisième bombe atomique est l'une de celles qui ont été largement oubliées dans l'ombre d'Hiroshima et de Nagasaki. Pourtant, elle représente l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire du XXe siècle, un instant où la trajectoire de la guerre et de la diplomatie tenait en équilibre précaire. Lorsque la deuxième bombe atomique explosa au-dessus de Nagasaki le 9 août 1945, la plupart des gens pensaient que l'Amérique avait épuisé son arsenal nucléaire, que ces deux engins représentaient l'aboutissement complet de la moisson mortelle du projet Manhattan. Cette hypothèse était totalement erronée. Alors même que le nuage en forme de champignon s'élevait au-dessus de Nagasaki, les scientifiques et les techniciens de Los Alamos préparaient déjà le cœur d'une troisième arme atomique. Et le président Harry Truman réfléchissait à l'endroit exact où cette nouvelle bombe devrait tomber. Le projet Manhattan n'avait pas simplement produit deux bombes avant de cesser ses activités. Le vaste complexe industriel, construit à travers les États-Unis des installations d'enrichissement d'uranium à Oak Ridge, Tennessee, au réacteur de production de plutonium à Hanford, Washington, jusqu'au laboratoire d'assemblage des armes à Los Alamos, Nouveau-Mexique, continuait à fonctionner à pleine capacité. Le général Leslie Groves, commandant militaire du projet Manhattan, avait établi un calendrier de production permettant de livrer les cœurs de bombes atomiques à un rythme régulier. Le troisième cœur de plutonium devait être prêt pour le 19 août, soit seulement 10 jours après Nagasaki. D'autres cœurs devaient en suivre à des intervalles de 3 à 4 jours tout au long d'août et de septembre, à mesure que les processus industriels devenaient plus raffinés et plus efficaces. Cette troisième bombe n'était donc pas une simple idée théorique, ni un projet lointain, elle existait bel et bien, et son achèvement approchait rapidement. Le cœur de plutonium issu de l'élément exotique produit dans les réacteurs de Hanford était façonné et usiné à Los Alamos. Les lentilles explosives conventionnelles destinées à comprimer ce cœur pour atteindre la masse critique étaient fabriquées et testées. L'enveloppe balistique, connue sous le nom de Fat Man, en raison de sa forme arrondie nécessaire pour abriter le mécanisme d'implosion, était en cours d'assemblage. Tout se déroulait selon le calendrier, et les planificateurs militaires discutaient activement non seulement de la troisième bombe, mais aussi d'une campagne prolongée de bombardements atomiques qui pourrait s'étendre jusqu'à l'automne 1945, et même en 1946, si le Japon ne capitulait pas. La question de savoir où Truman voulait larguer cette troisième bombe exige de comprendre la logique stratégique à Washington durant ces jours d'août sous haute tension. La liste initiale des cibles potentielles pour les armes atomiques avait été établie après un processus exhaustif impliquant des stratèges militaires, des scientifiques et des analystes du renseignement. Le comité des cibles s'était réuni plusieurs fois au printemps 1945 pour sélectionner les villes répondant à des critères précis. Elles devaient être suffisamment importantes pour que leur destruction démontre la puissance de la bombe et convainque les dirigeants japonais que toute résistance était vaine. Elles devaient être relativement intactes après les bombardements conventionnels précédents, afin que la destruction atomique soit incontestable, et en théorie du moins, elles devaient présenter un intérêt militaire ou industriel plutôt qu'être des cibles purement civiles, une distinction qui en pratique devint terriblement floue. La liste originale comprenait Hiroshima, Kokura, Niigata et Nagasaki, Kyoto, l'ancienne capitale et cœur culturel du Japon, figurait d'abord en tête en raison de sa taille et de sa capacité industrielle. Mais le secrétaire à la guerre Henry Stimson intervint personnellement pour la retirer
estimant que détruire une ville d'une telle importance culturelle engendrerait une haine durable et rendrait toute réconciliation d'après-guerre impossible. Après les frappes sur Hiroshima et Nagasaki, 2 villes de la liste initiale restaient Kokura et Niigata. De plus, les planificateurs militaires avaient identifié plusieurs autres cibles potentielles, dont Tokyo qui, malgré des bombardements incendiaires massifs, abritait encore d'importantes installations militaires et gouvernementales, ainsi que les villes industrielles de Yokohama, Osaka et Kobe. Les documents et témoignages suggèrent que Tokyo elle-même commençait à émerger comme la cible privilégiée pour la 3e bombe atomique. Cela aurait représenté une escalade dramatique, car Tokyo n'était pas une ville ordinaire, c'était le cœur politique et symbolique de l'Empire japonais. Le palais impérial, où résidait l'empereur Hirohito, se trouvait au centre de Tokyo. Les ministères du gouvernement qui dirigeaient l'effort de guerre y étaient concentrés. La destruction de Tokyo par une arme atomique aurait envoyé un message sans équivoque. Aucune partie du Japon n'était à l'abri, et même la personne sacrée de l'empereur ne pourrait être protégée contre cette nouvelle forme de guerre. Le général Henry Arnold, commandant des Army Air Force, avait reçu l'autorisation de poursuivre les opérations de bombardement atomique sans approbation présidentielle explicite pour chaque frappe ultérieure. L'ordre émis le 25 juillet stipulait que des bombes additionnelles seraient livrées sur des cibles dès qu'elles seraient prêtes. Cela signifiait qu'une fois le 3e engin achevé, il pouvait être expédié vers l'île de Tainan, où le 549th Composite Group attendait avec ses B-29 spécialement modifiés et être largué dans les jours qui suivaient. La machinerie de la guerre atomique était en marche, et l'arrêté aurait exigé une intervention active plutôt qu'un simple report passif. La réflexion de Truman, à cette période, révèle les calculs complexes d'un chef d'État tentant de mettre fin à une guerre catastrophique tout en luttant contre des armes dont la puissance destructrice dépassait tout ce que l'humanité avait connu. Dans ses déclarations publiques comme dans ses écrits privés, Truman exprimait à la fois la détermination à forcer la reddition du Japon et un malaise croissant face au massacre de civils. Après avoir appris les détails de la dévastation d'Hiroshima, il aurait dit à son cabinet qu'il ne voulait pas tuer tous ses enfants. Pourtant, il croyait aussi, d'après les estimations du renseignement et l'amère expérience des combats insulaires dans le Pacifique, qu'une invasion des îles principales du Japon entraînerait des centaines de milliers de pertes américaines et potentiellement des millions de morts japonais. Le temps pressait à plusieurs égards au milieu du mois d'août 1945. Chaque jour où le Japon continuait le combat signifiait la poursuite des souffrances des prisonniers de guerre, alliés détenus dans des conditions brutales à travers l'Asie, la poursuite de la famine et de l'oppression des populations sous occupation japonaise, et la poursuite des morts au combat en Chine, en Birmanie et dans tout le théâtre du Pacifique. L'Union soviétique était entrée en guerre contre le Japon le 8 août comme promis à la conférence de Yalta, et les forces soviétiques progressaient rapidement à travers la Manouria, créant de nouvelles complications géopolitiques. Les armées de Staline démontraient que la machine militaire soviétique, aguerrie par 4 ans de guerre totale contre l'Allemagne, pouvait écraser les forces japonaises à une vitesse saisissante. Cela faisait redouter que si le Japon ne se rendait pas rapidement, les forces soviétiques pourraient occuper des parties importantes du territoire japonais, y compris potentiellement les îles principales du Nord, créant une occupation divisée semblable à ce qui surviendrait en Allemagne et en Corée. Le gouvernement japonais était paralysé par des divisions internes durant ces jours cruciaux. Même après Hiroshima,
Même après Nagasaki, même après l'invasion soviétique de la Manouria, le Conseil suprême pour la conduite de la guerre restait bloqué. La faction favorable à la paix dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Shiganori Togo, et le ministre de la Marine Mitsumasa Yonai, plaidait pour l'acceptation des conditions de la déclaration de Potsdam en exigeant seulement la préservation du système impérial. La faction militaire menée par le ministre de la Guerre Korshika Anami et les chefs d'état-major de l'armée et de la marine insistait sur de multiples conditions, y compris aucune occupation du Japon, proprement dit le traitement japonais des criminels de guerre et un autodésarmement. Ce blocage signifiait que même alors que les villes japonaises brûlaient et que les bombes atomiques tombaient, le gouvernement ne pouvait pas agir. Le rôle de l'empereur Hirohito devint décisif, précisément, à cause de cette impasse par une intervention sans précédent, le 10 août, puis de façon encore plus énergique le 14 août, après une tentative de coup d'État militaire par des officiers opposés à la reddition. L'empereur rompit avec la tradition et ordonna activement à son gouvernement d'accepter les termes alliés. Cette intervention a probablement empêché le largage de la troisième bombe atomique, et peut-être de bien d'autres, mais il s'en est fallu de très peu. Si l'empereur n'était pas intervenu, si la faction militaire avait réussi dans sa tentative de coup, la campagne de bombardements atomiques se serait poursuivie. Le noyau de plutonium de la troisième bombe arriva cependant à Tinian, mais à ce moment-là, le Japon avait convenu de se rendre. Plutôt que d'être largué sur une ville japonaise, ce noyau servit à un autre usage. Il devint le cœur de la quatrième arme nucléaire jamais détonée, non en temps de guerre, mais lors des essais, à Bikini ATL, en 1946. L'infrastructure et l'expertise mobilisée pour produire ces armes ne disparurent pas après la reddition du Japon. Elles devinrent la fondation de l'arsenal nucléaire américain de la guerre froide, et le terrible savoir-faire pour construire et utiliser ces armes se répandit finalement dans d'autres nations, créant l'équilibre précaire de la dissuasion nucléaire qui a défini la seconde moitié du XXe siècle. Les implications de ce qui a failli se produire avec la troisième bombe vont bien au-delà de la simple question de savoir comment le Japon aurait réagi à d'autres frappes atomiques. Si Tokyo avait été détruite par une bombe atomique provoquant potentiellement la mort de centaines de milliers de personnes supplémentaires, y compris peut-être l'empereur Hirohito, lui-même l'ordre d'après-guerre, en Asie, aurait pu se développer d'une manière tout à fait différente. L'occupation du Japon reposait largement sur la préservation du système impérial et sur la coopération de l'empereur pour légitimer les réformes. Sans cette institution stabilisatrice, la reconstruction du Japon aurait pu être bien plus chaotique et conflictuelle. La démonstration de la volonté américaine de détruire même les symboles les plus sacrés de la culture japonaise aurait pu engendrer une hostilité plus profonde et plus durable, rendant l'alliance ultérieure entre les États-Unis et le Japon beaucoup plus difficile à atteindre. La campagne de bombardement stratégique contre le Japon, qu'elle fût conventionnelle ou atomique, demeure l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire militaire américaine. L'incendie de Tokyo, des 9 et 10 mars 1945, tua davantage de personnes en une seule nuit que la bombe atomique d'Hiroshima. Des dizaines d'autres villes japonaises furent systématiquement détruites par des raids incendiaires conçus pour maximiser les pertes civiles et briser le moral japonais. Les bombes atomiques ne se distinguèrent pas tant par le choix de leurs cibles, les populations civiles déjà visées, de façon routinière par les bombardements classiques, que par leur efficacité, leur impact psychologique et la démonstration qu'un seul avion, transportant une seule bombe, pouvait anéantir une ville entière.
La troisième bombe aurait poursuivi ce schéma, et les quatrième, cinquième et sixième bombes, alors à divers stades de production, auraient suivi. Certains historiens ont soutenu que les bombes atomiques étaient inutiles, affirmant que le Japon était déjà vaincu et se serait rendu dans les semaines ou mois suivants, à cause du blocus naval étranglant son économie et de l'entrée en guerre de l'Union soviétique qui détruisait ses armées en Asie continentale. D'autres affirment au contraire que ces bombes étaient indispensables pour obtenir la reddition sans une invasion catastrophiquement coûteuse, en soulignant la résistance continue des factions militaires japonaises, même après 2 bombardements atomiques et l'offensive soviétique. La vérité se situe probablement entre ces positions, d'autant plus qu'il est impossible de rejouer l'histoire pour savoir ce qui se serait produit dans d'autres scénarios. Ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'en août 1945, les dirigeants américains croyaient devoir exercer une pression maximale, y compris par les bombardements atomiques, afin de forcer la reddition du Japon avant l'invasion prévue de Kyushu en novembre. Le calendrier de production des bombes atomiques supplémentaires, en août et septembre 1945, révèle à quel point la guerre nucléaire devenait progressivement systématisée et routinière, plutôt qu'exceptionnelle. À la fin août, Los Alamos prévoyait de livrer des chœurs à un rythme permettant 2 à 3 missions atomiques par semaine, d'ici septembre. Le 509th Composite Group disposait de plusieurs avions et équipages formés pour ces missions. L'infrastructure, chargée du transport, de l'assemblage et de la livraison des armes atomiques, fonctionnait efficacement. Si la guerre s'était poursuivie, le bombardement atomique serait devenu simplement un outil de plus dans l'arsenal américain, utilisé aux côtés des bombardements conventionnels, des tirs navals et des préparatifs d'invasion. L'unicité d'Hiroshima et de Nagasaki, en tant qu'événements isolés marquant la fin de la guerre, n'était pas inévitable. Elle fut la conséquence directe de la reddition du Japon, qui empêcha ce qui aurait pu devenir une campagne prolongée de bombardements atomiques. Le général Douglas MacArthur, désigné pour commander l'invasion du Japon, s'était d'abord montré sceptique quant à la valeur stratégique de la bombe atomique, la considérant comme un spectacle secondaire face aux vastes forces conventionnelles rassemblées pour l'opération Downfall. Après Hiroshima et Nagasaki, son opinion changea. Il reconnut que les bombes avaient évité la nécessité d'une invasion qui aurait englouti d'immenses ressources et coûté d'innombrables vies. Cependant, MacArthur comprenait aussi que l'occupation et la transformation du Japon en une démocratie pacifique exigerait de préserver une part suffisante de la société et des institutions japonaises pour qu'elles continuent de fonctionner. La destruction complète de Tokyo par une bombe atomique aurait pu compromettre cet objectif en anéantissant une trop grande partie des structures gouvernementales et sociales existantes. Les scientifiques qui avaient conçu la bombe atomique avaient des opinions très diverses quant à son utilisation. Certains comme Léo Szilard et James Franck avaient plaidé pour une démonstration de puissance plutôt que pour une frappe directe sur des villes, espérant qu'un tel choc suffirait à provoquer la capitulation du Japon sans infliger de pertes massives aux civils. D'autres, dont Robert Oppenheimer et la majorité des chercheurs du projet, soutenaient l'usage de la bombe contre des cibles militaro-industrielles, bien que beaucoup aient, plus tard, exprimé une profonde ambivalence à l'égard de l'arme qu'ils avaient créée. D'autres encore, comme Edward Teller, ne montraient aucune hésitation quant à son emploi et encouragèrent activement le développement d'armes nucléaires encore plus puissantes. Ces désaccords se poursuivirent tout au long de la guerre froide. Certains vétérans du projet Manhattan
devenant des partisans du contrôle des armements, tandis que d'autres défendaient l'élargissement des arsenaux nucléaires. La troisième bombe, qui ne fut jamais larguée sur le Japon, représente ainsi un tournant historique qui a failli se produire, mais ne s'est pas réalisé. Dans une autre ligne temporelle, celle que nous n'habitons pas, cette bombe serait tombée sur Tokyo, ou sur une autre ville japonaise, tuant des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes supplémentaires, y compris peut-être l'empereur, et provoquant des ondes de choc dans l'histoire d'après-guerre que nous pouvons à peine imaginer. Dans la ligne temporelle que nous habitons, la reddition du Japon est intervenue juste à temps pour empêcher cette catastrophe supplémentaire. Reste à savoir si cela fut une question de chance de timing ou le résultat direct de l'intervention de l'empereur. Le débat demeure ouvert. Ce qui est certain, c'est que tout l'appareil logistique et industriel nécessaire à la poursuite des bombardements atomiques était prêt, que les dirigeants militaires et politiques américains étaient disposés à employer ces armes à répétition jusqu'à la reddition du Japon, et que seule l'annonce de la capitulation, le 15 août 1945, empêcha la troisième bombe, ainsi que la quatrième et la cinquième, de tomber sur des villes japonaises au cours des dernières semaines de cet été tragique de 1945.